retrouve chez moi. J'ai pas osé filmer là-bas, mais nous sommes partis avec une amie en Bourgogne, dans un petit hôtel, ma foi, très charmant au bord d'une rivière. Et on a profité pour lire pendant quasiment 24 heures. Alors on a fait d'autres choses, notamment dégustation de vin et de spa, mais ma foi c'était un week-end très reposant et ma foi bien sympathique. Et donc je reviens en face caméra pour vous faire un petit point sur mes lectures. J'ai commencé par lire ce livre-là, donc Robin Hobb, Le Prince Bâtard, prélude à l'Assassin Royal, que j'ai adoré. Peut-être que vous le savez, mais la deuxième époque de l'Assassin Royal, c'est ma période préférée. J'ai adoré cette deuxième époque. Vraiment, les intrigues autour du vif, des vifiers, des pies, et les conséquences géopolitiques que ça a dans le royaume, avec notamment la quête et les conséquences que ça a sur cette quête du fameux dragon dans les îles d'outre-mer. Bon, ça m'a convaincue, j'ai été happée par cette deuxième époque. Je dévorais les livres, vraiment, je les enchaînais. J'avais du mal à attendre le mois suivant pour les lire. Et donc là, quand j'ai vu à Nantes, dans la librairie La Talente, qu'il y avait ce petit texte, ce petit prélude à cette deuxième époque, j'ai foncé. Voilà, il y avait qu'une possibilité, c'était que je le lise et que je l'achète. Dans l'autre sens, c'est mieux que je l'achète et que je le lise. Et en plus, il faisait partie de ma palle du challenge ultime, donc catégorie validée. Vous pouvez le lire même si vous n'avez pas lu en fait cette deuxième époque de l'Assassin Royal. Ça ne spoil absolument rien, mais peut-être que vous êtes plus intéressé par l'histoire qui est racontée dans ce livre si vous avez lu la deuxième époque, et notamment les conséquences que ça a sur Fitz le fou et nos autres personnages qu'on adore et que je refuse d'avoir quittés. Bon, pour la petite histoire, ici on va suivre sur deux temporalités. D'abord la reine Prudence, la reine servante Prudence, qui n'a rien à voir avec le personnage éponyme dans l'Assassin Royal. Et en fait, cette dame, c'est la maman du prince Pi, donc celui dont on parle longuement dans l'Assassin Royal, et celui à cause de qui ou grâce à qui, en fait, il y a cette division autour de la magie du vif, et pourquoi on considère à partir de ce moment-là que cette magie du vif est quelque chose de négatif, quelque chose qu'il faut rejeter, ou en tout cas qui est stigmatisé, et avec cette haine quasi viscérale que le peuple des six duchés a vis-à-vis des vifiers et des vifières. Et en fait, on comprend mieux pourquoi dans ce texte-là, et on va revenir sur la vie de Prudence, et en fait la vie de cette reine servante va avoir aussi des conséquences sur la manière dont on voit le vif, parce qu'en fait le père de cet enfant, je vais pas vous dire qui c'est parce que vraiment c'est un court texte et ça serait dommage de savoir ça, ou peut-être qu'on le sait dans l'Assassin Royal et que ce détail m'a échappé. Bref, quoi qu'il en soit, les conséquences de la naissance de cet enfant ont aussi des conséquences dans cette époque, au moment où vit la reine servante Prudence, sur la politique interne du royaume des six duchés. Et cette politique interne va donner lieu à des alliances, des divisions, des retournements de situation, notamment au moment du règne du roi Pi. Et c'est les conséquences de tout ça qui expliquent la stigmatisation, la haine vis-à-vis des vifiers et des vifières à l'époque de Fitz, et surtout pourquoi on a cette division entre les vifiers-vifières, mais aussi les tenants des Pi, donc de cette branche un petit peu plus extrémiste, extrême des vifiers-vifières. En fait, les Pi qui s'inscrivent dans la droite lignée du prince Pi, c'est en fait les personnes qui vont considérer que la magie du vif est une magie certes positive, mais surtout que ces Pi peuvent revendiquer le trône, et qu'en fait ils doivent être dans une démarche plus belliqueuse vis-à-vis de la population qui n'a pas cette magie du vif. Comme cette population des six duchés et le pouvoir
Déciduché, même si ça l'est moins à l'époque de Fitz, est très hostile à cette magie et violente vis-à-vis de cette magie, alors en retour, les Pis, doivent être également violents et c'est ainsi qu'ils pourront faire tomber un peu ces structures de pouvoir-là, alors que chez les Vifières, on a soit une envie de coexistence plus pacifique, soit une envie de ne pas s'impliquer en fait dans cette histoire, dans cette politique. Et c'est ça aussi que j'avais adoré dans l'Assassin Royal, parce que ça fait écho à tellement de combats politiques, à savoir, si on caricature, plus une voie de non-violence, de non-agression, etc., versus une voie d'utilisation de la violence et de retourner la violence étatique qui se veut légitime contre l'État. Voilà, bref, j'ai adoré ce livre, j'avais très sommeil, mais j'ai absolument tenu à le finir tellement que c'était... livre que j'ai lu, je vous le montre très rapidement comme ça et je vous mettrai une image à l'écran. C'est L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress, qui est un livre de science-fiction pour le coup. Ça avait été il y a très longtemps une lecture commune du Discord ou du Patreon de Paper Palace, je me rappelle plus, et à l'époque elle m'avait fait bien envie mais j'y avais pas participé, notamment parce que j'avais pas le livre et là je l'avais mis sur la liseuse. C'est un court texte de 200 pages, mais pareil, happé, j'ai pas posé le livre quasiment, je l'ai lu d'une traite au matin et c'était ma foi fort sympathique, l'expérience de lecture comme ça sans avoir d'autres choses à faire et à penser, et surtout le livre que j'ai vraiment bien aimé. Ici on part sur une capacité scientifique de modifier les gènes et un peu de choisir pour les parents fortunés les gènes qu'ils veulent mettre ou modifier chez leurs enfants. Et on a un couple qui veut absolument que leur fille ne dorme pas. Et c'est un peu la nouvelle technologie à la mode dans cette société, donc la nôtre. On est dans une société futuriste où ce n'est pas la seule modification scientifique qui va avoir son importance, mais l'autre, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc ce couple paie, parce que l'homme est vraiment très fortuné et considère qu'en fait il a perdu du temps dans sa vie en dormant et que maintenant lui il arrive à dormir que 3 ou 4 heures par nuit, et il se rend compte de la possibilité des choses qu'il aurait pu faire s'il avait pu ne pas dormir plus tôt, ou moins dormir en tout cas plus tôt. Il paie donc pour que sa fille ne dorme pas. En fait, elle n'a pas la possibilité de dormir. Alors, ils expliquent ça scientifiquement, mais tout ça m'a bien dépassé. Par la force du récit fictionnel, on va le formuler ainsi, la dame du couple, Elisabeth, est en fait enceinte de jumelles, dont l'une est génétiquement modifiée, alors que l'autre pas du tout. Et je pensais que le récit allait, j'en savais que ça, et donc je pensais que le récit allait partir sur la différence qu'il y aurait pu avoir entre les deux jumelles, entre ce qu'elle peut faire l'une par rapport à l'autre, vu qu'il y en a une qui dort pas, et du coup elle a 8 heures de plus dans sa journée pour faire ce qu'elle a envie. Et au début, le texte parle de ça, et on a les différences entre les deux petites filles, et comment elles s'adaptent l'une à l'autre, compte tenu de cette différence majeure. Mais très vite, le texte part sur autre chose qui m'a aussi intéressée. C'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'il dure peut-être 200 pages de plus, parce qu'il y avait tellement de thématiques intéressantes à explorer et que Nancy Kress faisait déjà. Mais voilà, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps, parce qu'en fait, elle va très vite explorer la différence qu'il y a entre les dormeurs et dormeuses et les non-dormeurs dormeuses, et comment cette différence va avoir des répercussions politiques, et comment cette différence va faire que la population des dormeurs-dormeuses va très vite prendre parti soit en faveur, soit en défaveur de la mutation génétique de ces non-dormeurs, non-dormeuses, et les conséquences que ça a. Comment cette différence va créer des divisions dans la société, avec des groupes qui sont pour, des groupes qui sont contre, et chez les non-dormeurs, non-dormeuses, des groupes qui veulent s'insérer, s'assimiler dans la population, s'intégrer en fait, et d'autres qui ont peur de la haine qu'ils peuvent provoquer, et donc du coup veulent faire scission. Et j'ai trouvé que c'était des questions hyper intéressantes, parce qu'au-delà de la mutation génétique du dormeur-dormeuse, en fait, si on changeait cette différence par une autre différence, notamment raciale, on retombait encore une fois sur des problèmes
sociétaux hyper importants qui m'intéressent. Et j'ai vraiment bien aimé tout cet aspect dans le texte. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a un petit peu moins plu, c'est qu'en fait, je vous disais, on est dans une société futuriste où il y a une deuxième innovation. Et j'ai pas trop bien compris, mais parce que je pense que ça dépasse mes capacités de compréhension scientifique. Il y a la création d'une énergie Y, qui est une sorte d'énergie peu coûteuse, facile à exploiter, qu'un homme aurait créé, parce que je suis même pas sûre que ça soit une découverte. Et à cause de ça, ou grâce à ça, on a des pays plus ou moins avancés technologiquement. Et en fait, dans certains pays où cette énergie Y est facilement accessible, d'autant plus qu'elle est peu chère, on a des pays très riches et des populations très riches. Et en fait, l'inventeur de cette énergie, ainsi que ses disciples, ou en tout cas les personnes qui travaillent pour lui et ou qui valorisent très fortement cette découverte, ont une théorie philosophique de l'échange très libérale, à savoir que l'échange doit être fait s'il est mutuellement avantageux et que l'avantage qu'on doit en retirer, parce que c'est obligatoire d'en retirer un, même s'il est déséquilibré, c'est pas très grave si les deux sont d'accord pour dire que c'est un échange mutuellement bénéfique. Et en fait, cette théorie qui est pour moi très problématique, très libérale, trop libérale, est une façon de penser dans laquelle vit notre personnage principal, parce que son père est un fervent adepte de ça et c'est ainsi qu'il s'est enrichi. Et en fait, elle va certes remettre au fur et à mesure en cause cette manière de penser, parce qu'en fait, elle va voir que c'est pas tenable dans la position dans laquelle elle est mise vis-à-vis des distinctions et de cette montée de haine entre dormeurs et non-dormeurs que je vous évoquais précédemment. Mais en fait, on a quand même plusieurs passages dans un court texte d'échange philosophique sur cette question-là qui, pour moi, ne m'intéresse pas parce qu'on l'a clairement dépassé depuis un long moment. Enfin, j'espère en tout cas qu'on s'est rendu compte que des relations sociales, ce n'était pas que des relations contractuelles et surtout que l'égoïsme et l'individualisme auquel ça aboutissait forcément étaient nuisibles. Et en fait, j'étais un peu sceptique parce que j'ai trouvé des choses vraiment très intéressantes dans ce texte et il y avait ce point-là qui m'a vraiment pas plu. Et bon, j'aurais bien aimé que ce point-là disparaisse au profit de davantage de pages sur ce que j'ai évoqué précédemment et qui m'a davantage plu. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment une très bonne lecture et je l'ai elle aussi dévorée. Pour cette petite vidéo bonus de lecture à la campagne pendant 24 heures. J'ai vraiment trop aimé l'expérience, vraiment c'était trop cool et surtout de lire comme ça sans avoir rien d'autre à penser, à faire et un peu une bulle qui sort de notre quotidien, c'était vraiment très agréable. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.